eux, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils avaient passé les premières barrières, ils avaient du sérieux, quoi. Je suis allé boire un café avec eux, on a parlé. Et en fait, ils étaient très gentils, hein. C'était un couple qui travaillait dans l'assurance et qui ont quitté leur boulot tous les deux pour essayer de créer une appli à l'époque où, on va dire que c'était à l'époque où WhatsApp s'était fait racheter pour 1 milliard, on va dire, tu vois, à peu près à cette époque-là où c'était encore, les gens avaient 19 milliards. Ouais, 19 milliards. Ouais. C'est Instagram qui se fait racheter pour 1 milliard. Et tu vois, à l'époque où, ouais, c'était vraiment c'était l'explosion. Ouais, c'est ça, les gens pensaient que... L'arrivée vers l'or. Voilà, c'était l'arrivée vers l'or, vraiment. Et eux, ils avaient une idée du coup d'appli, ils étaient tous les deux employés dans l'assurance, ils avaient quitté leur boulot, ils devaient avoir 10 000 € d'économie. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Thomas Besnénard. Il est ingénieur diplômé de l'école CPE Lyon, concepteur et développeur d'applications mobiles iOS en freelance depuis plus de 8 ans. Bonjour Thomas. Bonjour Lilian. Comment ça va? Bah, très bien, ravi d'être là. Écoute, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Première question, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, en ce moment, je travaille sur 2 projets pour une start-up et une association. Le premier, c'est une start-up dans le médical qui permet d'aider les médecins à faire de la veille autour de l'information du médicament et même globalement les aider à chercher toutes les informations qu'il leur faut pour aider leurs patients. Et le second, c'est dans un autre domaine, c'est dans l'éducation. C'est une association qui aide à réduire la fracture scolaire. Son but, c'est vraiment de créer une application qui aide les enfants en grande difficulté à lire et écrire. Donc le public visé, c'est vraiment les 5-6 ans, au tout début de l'apprentissage de la lecture. On déploie ça que dans les classes qu'on appelle REP+, donc c'est les niveaux scolaires décrochants. Mm-hmm. Et le but, c'est que voilà, dès l'apprentissage de la lecture, on puisse éviter le décrochage scolaire qui se répercute ensuite sur tous les niveaux. Comment ça marche du coup l'application? Alors l'application, son but c'est d'aider à faire énormément d'exercices. Le principe de l'apprentissage de la lecture, c'est plus tu répètes, plus tu vas être bon. Mm-hmm. Sans l'application, actuellement le programme est déjà structuré avec une version papier, mais les exercices doivent être faits par un professeur, et donc chaque élève sur une session d'une vingtaine de minutes va passer 1 ou 2 fois, 3 fois à l'oral, et le résultat il est plutôt spectateur. Là l'application, grâce à du machine learning, reconnaît la parole de l'élève et donc le corrige en temps réel. Donc au lieu d'avoir 2-3 interactions avec le professeur en 20 minutes, il va continuellement parler à l'application et faire des exercices pendant des sessions de 20 minutes. Donc vraiment booster le moment où il en a vraiment besoin de répétition des mots et des syllabes. Tu y travaillais déjà sur cette application quand on s'était vu au Coco AS, ouais. Donc il a, on va dire, la petite conférence à Lyon pour les développeurs iOS. Ouais, tout à fait. On avait parlé un petit peu des découvertes que tu avais fait en termes d'UX, je crois, sur cette application. Tu peux m'en reparler? Ouais, c'est génial d'en avoir un exemple aujourd'hui. Le fait de travailler avec des élèves de 5 ans, bah, ça change tout en fait, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que nous dans l'UX, dans comment utiliser l'application. Et pour eux, tout est un jeu, et là le jeu c'est d'arriver à réussir l'exercice d'une façon ou d'une autre. Donc par exemple, dès qu'il y a une faille dans le machine learning, ils vont l'exploiter à fond pour passer le truc. Donc s'ils se rendent compte qu'en disant super vite ça passe, ils vont faire ça sur tous les exercices. Ah ouais, c'est génial. Là aujourd'hui, j'ai eu un retour de terrain. Actuellement, vraiment dans les premières parties de l'application, les élèves ont 5 ans et ne savent pas lire du tout. Et donc à l'écran, on a par exemple un ballon, et ils vont devoir dire bas puis long pour apprendre comment on découpe les morceaux, les mots. Puis ensuite, dans bas, il y a be et a, et dans long, il y a l et on. Petit à petit, comme ça, ils apprennent qu'est-ce qu'il y a ensuite un b, un a, et on va leur mettre des glyphes dessus. Et donc dans certaines parties, c'est très visuel, et si on n'a pas... Les élèves ont un casque, et donc eux, ils ont les consignes dans le casque, mais l'enseignant qui est à côté, qui supervise les élèves, lui ne connaît pas les consignes de l'élève, et donc il voit juste des formes de couleurs qui sont censées représenter le bas avec le be et le a, etc. Mais il ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Donc il y a quand même un professeur en fait qui supervise tout le monde. Et donc dans cette phase-là, vu de derrière, on voit juste des formes s'animer à l'écran et on ne sait pas ce que l'élève doit dire. Donc
comme retour d'expérience pour savoir s'il dit juste ou faux, c'est assez compliqué. Donc en haut à droite, on a marqué ce que le moteur attend. Donc, par exemple, dans un exercice, il va attendre bas. En haut à droite, il va marquer BA. Le problème, c'est que les élèves, au bout d'un moment, ils savent un peu lire, ou ils pensent savoir un peu lire ou déchiffrer. Donc par exemple, quand il est marqué là, ils vont voir un trait et un A en haut à droite. Ils ont bien compris qu'en fait, ce qu'il fallait dire, c'était ce qu'il y a en haut à droite. Donc ils n'écoutent plus vraiment les consignes, ils essayent juste de deviner ce qu'il y a marqué en haut à droite. Et le L minuscule, ça ressemble à un I. Du coup, les élèves, on a un retour aujourd'hui où les élèves essayaient de dire I, alors qu'il fallait dire là. D'accord. En fait, parce qu'ils essaient de tricher en regardant la correction réponse, en fait. qui, on pensait qu'ils ne savaient pas lire. Donc, la semaine prochaine, on va cacher la réponse. Et donc, comment vous allez faire pour l'afficher au professeur? Eh ben, ça va être le challenge de la semaine prochaine. Je pense qu'on va l'afficher vraiment en gris clair sur gris foncé avec très peu de différence de couleur. Pour que, voilà, si on cherche sur l'écran, on voit en haut à droite dans un coin. Mais actuellement, là, c'est vraiment blanc sur noir quasiment, donc ça attire l'œil. Si on le cache, on va tester ça. Mais voilà, c'est vraiment des retours. J'avais un autre retour aussi, c'est que il y a plein d'actions où c'est un enseignant qui doit les faire, par exemple la création de compte ou lancer une session d'exercice, sortir d'une session d'exercice, et pour éviter que les enfants puissent le faire, ces actions-là demandent de résoudre une addition, une multiplication, pour pouvoir sortir de l'écran. Par exemple, tu lances une session, si tu cliques sur sortie, tu as une petite calculatrice qui s'affiche et il faut que tu répondes à combien font en 4 x 7 pour pouvoir sortir. Heureusement, les enfants de 5 ans ne savent pas combien font en 4 x 7. Moi, j'ai commencé à l'apprendre parce que je le tape super souvent. Ça change à chaque fois, c'est pas toujours la même réponse évidemment. Sauf que pour supprimer un compte, c'était pareil. Il y avait une calculatrice qui apparaissait, il fallait résoudre une équation pour supprimer un compte. Sauf que les élèves, ça arrive souvent de faire des mauvaises manips, du coup ils arrivent devant le professeur avec la vue avec la calculette. Le professeur, machinalement, souvent il tape. Et donc on avait un retour du terrain qui disait il y a quelque chose de bizarre, des fois les comptes sont supprimés, quoi. Il y a des comptes qui n'apparaissent plus, quoi. Donc on s'est réfléchi, on fait c'est quand même bizarre, pas normal, quoi. L'application est quand même un peu structurée pour que ça soit pas le cas, etc. C'est vraiment chelou, quoi. Et heureusement on a un intervenant qui a compris à un moment en voyant le professeur faire, c'est que le professeur il tapait un peu machinalement, quoi. Du coup on a changé la fenêtre, quand c'est une suppression de compte, la fenêtre est visuellement différente, elle est rouge, l'équation c'est plus une équation mais une soustraction. Et là, du coup, le professeur fait attends, c'est vraiment une opération destructive, il faut faire différemment, quoi. Mais on a vraiment la chance d'avoir des instructeurs qui sont dans les classes avec les professeurs, qui regardent vraiment tout ce qui se passe dans l'application. Et ça, c'est une source d'information mais magique par rapport à beaucoup de projets sur lesquels je fais, où on n'a pas accès aussi facilement à l'utilisateur final. Par exemple, la deuxième application que je fais à destination des médecins, j'ai pas un médecin sous la main en permanence, ou un pool de médecins sous la main pour savoir quelle est leur façon d'utiliser l'application et qu'est-ce qui leur va ou pas, quoi. Et l'avantage en plus, c'est que les enfants ils sont cash, quoi. Oui, il n'y a pas de filtre. Si ça leur plaît pas, si ça leur convient pas, on peut le dire tout de suite. Ou s'il se passe quelque chose, ils le font, quoi, c'est tout. Un des grands problèmes qu'on a dans le test d'utilisateur, c'est d'avoir des réponses objectives qui ne sont pas biaisées par le fait que les gens ont normalement de l'empathie pour toi, qui te connaissent. S'ils te connaissent, c'est encore pire. Mais même s'ils ne te connaissent pas, il y a une technique dans les tests utilisateurs qui est de faire je crois que ça s'appelle du gorilla testing. C'est-à-dire que tu vas dans un café, tu trouves 4 personnes, tu leur donnes leur application et tu leur dis faites ça et faites-moi des retours. Donc tu leur donnes un scénario un peu fixe. Et si tu fais pas les choses, si tu suis pas quelques règles justement du test utilisateur, tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire ouais c'est bien, parce qu'évidemment bien sûr ils veulent pas te blesser, c'est ça. Et avoir des vrais retours bruts d'utilisation en dehors de la data et de la statistique qui est des fois difficile à lire, vraiment des parcours utilisateurs ou des choses qui marchent pas sur les utilisateurs, c'est pas si facile. Et là avec les enfants au moins c'est facile parce que eux ils font pas de ils n'ont pas ce filtre en fait pour les adultes. J'avais écrit un article sur ce sujet, sur comment obtenir des avis honnêtes des gens. Et je crois que j'avais relevé 2 ou 3 points. Et le premier, c'était de ne pas dire que c'était ton travail, pour pas que quand ils te critiquent, en fait, ils te critiquent à toi. Donc, te dissocier un petit peu de ça. Ou d'aller voir les gens et leur dire écoute, je suis en train de travailler sur ça. Il y a un problème. J'ai du mal à voir le problème, je sais pas d'où il vient. Et du coup, quelque part, comme si tu dis, ok, il y a un problème, là, en fait, aide-moi à trouver ce problème, tu mets la personne dans une disposition qui n'est pas la même
Ouais, c'est pas mal. Je sais que ce qui se fait aussi pas mal, c'est d'avoir des scénarios assez précis et avoir des questions très ouvertes à la sortie des scénarios. Comme ça, la personne est là pour créer un compte. Tu lui dis, voilà, tu dois créer un compte, tu dois mettre ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. Regarder la façon dont il fait, se rendre compte que effectivement, tu n'avais pas sélectionné le bon clavier sur iOS. Donc le mec s'est rentré une adresse mail et le arrobase, il faut qu'il clique 3 boutons pour arriver à l'avoir, quoi. Mais être le plus neutre possible, enfin lui donner un but, être le plus neutre possible dans sa façon de l'aiguiller et avoir des attendus assez stricts. Si tu as juste donné ton application et dire qu'est-ce que vous en pensez, les gens ils vont faire ouais, c'est bien. Oh, peut-être que j'aurais mis le bouton plutôt en rouge qu'en vert. Ok. Ça fait 8 ans, Ouais. tu disais tout à l'heure que tu es freelance. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être freelance? Je crois que c'est ce que je viens de t'expliquer, ce que je viens de décrire là, c'est de résoudre des problèmes vraiment concrets d'utilisateurs. Moi, ce que j'adore dans le développement iOS, en règle générale, c'est qu'on est très proche de nos utilisateurs. On crée des interfaces qui sont sur leur téléphone, qui vont être utilisées par leurs doigts, qui vont être dans leur poche, qui vont être vraiment au cœur de leur vie. Et qui doivent résoudre des micro-problèmes. On ne va pas dire qu'on ne change pas le monde avec des applications, mais on est vraiment au cœur de l'usage. Et en étant freelance, et avec les clients que je vise, j'essaie vraiment d'être dans des postures où je peux apporter une expérience utilisateur qui est de qualité. C'est un des positionnements que j'ai pris en étant freelance, c'est d'être dans des clients qui me permettent ça. Donc, alors, c'est quel type de client? Et du coup, c'est les petites boîtes. De mon expérience à moi, ça marche avec des petites boîtes. Quand tu dis petite boîte, qu'est-ce que tu as en tête? Une vingtaine de personnes max, on va dire. Quoi. Ça dépend en fait, c'est plutôt la taille du service informatique et du service propre au mobile. On va dire que si je suis le seul développeur, la plupart de mes clients, en gros, je suis le seul développeur iOS. Il va y avoir peut-être un designer et souvent voire peut-être un designer qui va être propre à toute la boîte. Et pas spécialiste UX iOS. Et des donneurs d'ordre qui sont très proches de moi, des N+1 qui ont la capacité de prendre des décisions. Donc à ce moment-là, on crée vraiment une synergie de conseil et développement. Donc je suis un créneau qui permet de donner, en plus du développement que j'adore faire, aussi du conseil et surtout avoir la vision bout en bout. À contrario. Il n'y a pas de 10 étages en fait, de hiérarchie où tu dois attendre une réponse du N+4 pour prendre une décision sur où est-ce que je vais passer le bouton ou est-ce qu'on ne peut pas changer ce process, etc. Ouais, ou arriver trop tard, comme ça m'est arrivé de travailler avec des SS2I, parce que c'est du coup l'échelon en plus sur lequel j'ai travaillé. J'ai jamais travaillé avec des grosses sociétés en direct, donc ça je ne pourrais pas dire. Mais en SS2I ou en société de conseil, souvent le projet, quand il arrive au niveau du développeur et surtout du développeur freelance qui arrive vraiment en cours de projet, du coup, il a été déjà complètement ficelé par les décideurs et du client et de la SS2I. On a les écrans, on a un déroulé à faire, et si on dit non, mais là, vous avez inventé un nouveau composant, un nouveau composant qui est super galère à développer, donc on va créer de la dette technique, ça va être compliqué, et en plus, ça va être déroutant pour nos utilisateurs. Franchement, je vous propose autre chose qui est mieux pour tout le monde, pour le projet et pour les utilisateurs. Et sûrement ils disent ouais, t'as un peu raison, mais on s'est engagé sur quelque chose, ouais, il faut c'est sur ça. Ouais. C'est trop galère de changer, il y a eu trop de réunions pour faire ça, maintenant on le fait et puis on verra la version suivante. Vraiment, voilà, toutes ces sociétés qui pensent, et surtout qui pensent en termes de délivrables, c'est-à-dire qu'ils ont un projet, ils ont une roadmap, ils vont faire une version. Et la version suivante, on ne sait pas si elle existe. En tout cas, il faut que cette version-là, qui est figée, elle sorte. Après, le reste, on verra. Quoi. Moi, j'aime travailler avec des clients et c'est pour ça que les startups ou les assos, ça marche très bien. On est en constante évolution sur répondre à un besoin. Et la version suivante, on sait qu'elle va sortir juste après la version précédente. Il y a une forme d'agilité en fait au projet que tu kiffes. Complètement. Ouais, je vois. Je te rejoins beaucoup sur ce problème. Moi, j'ai beaucoup. Là, j'ai rejoint un projet. Et je suis arrivé sur le projet, il y avait déjà des designs de l'application. Ça a été fait par un designer qui, selon moi, n'était pas un expert dans le design de l'interface, notamment pour iOS. Il y avait beaucoup de composants en fait, qui reprenaient d'Android. Et du coup, j'ai dû expliquer au client qu'il y avait plein de composants qui n'étaient pas bons. Et que c'est ce que tu disais, qu'il va y avoir de la dette technique, qu'on va devoir utiliser des librairies externes avec tous les problèmes que ça engendre. Tout à fait.
et que ça risque de coûter plus cher en plus, puisque ça va prendre plus de temps à développer, et que c'est peut-être pas le meilleur choix à faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est une problématique, surtout j'imagine, comme tu disais, quand on a des gros clients où c'est beaucoup plus rigide et tu as moins de souplesse. Ouais. Comment tu fais du coup pour trouver ces clients-là aujourd'hui? Donne-nous tes recettes secrètes. Et ben... Allez. Ouais. En vrai, c'est très compliqué. Enfin, à décrire, c'est très compliqué. Ce qui est assez marrant, j'ai fait le bilan il n'y a pas longtemps, parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent dans la communauté. Ouais. Je crois que 3/4 de mes clients, je les ai trouvés via Malte. Donc, je fais un petit message à Malte. Ah oui. Mais, t'es le premier à me dire ça. Mais par contre, je dois recevoir, je sais pas, on va dire 40 demandes par an sur Malte, peut-être un peu plus, ça dépend si je suis disponible ou pas, quoi. T'as 100 demandes par an, et il y en a une qui devient un client, quoi. Ok, donc il y a un gros... t'as un gros volume, mais derrière t'as très peu... Ouais, mais si je regarde mes clients qui ont plus compté pour moi, où c'était le plus structurant, la plupart, ça a été pas tous, quoi, mais les 2 clients actuels, justement, qui sont autour de l'éducation et autour de la médecine, on s'est trouvé sur Malte. Les clients autour de la médecine, on s'est trouvé sur Malte en 2015, je crois. Donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Donc je t'avoue qu'à un moment, j'avais oublié que c'était sur Malte. Avec lui. Ah ouais, donc c'est vraiment un client que tu vas garder sur le long terme. Ouais, tu vas créer une relation, tu vas travailler avec lui. Donc tu vois, là, on travaille à hauteur de 5 à 10 jours par mois, max, quoi, mais tout le temps. Enfin, là, l'année dernière, on a fait une pause novembre-décembre, on n'a pas bossé ensemble en décembre, je crois que c'est la première fois qu'on bossait pas ensemble pendant 2 mois depuis le début, quoi. Ah oui, depuis 5 ans. Ouais, sinon on se voit tous les mois. Mais un peu. Mais ça, l'avantage, c'est qu'eux, ils n'ont pas la capacité et la volonté d'avoir une ressource à plein temps. Par contre, ils sont très contents d'avoir une ressource qui dure dans le temps, qui est force de proposition, qui connaît l'application par cœur, qui commence à connaître leur métier, qui a fait 100% des lignes de code, donc ça aide aussi. Oui. Et donc on crée une vraie relation de symbiose, et leur bébé, c'est mon bébé en fait. C'est vraiment ça que je recherche dans l'équipe. Moi, je veux des clients, pour revenir justement à la question précédente, je veux des clients dont la solution, c'est le bébé de quelqu'un, quoi. Il faut que ça soit quelqu'un qui a envie que ça marche, qui connaisse sa solution de bout en bout. Un des gros problèmes que je trouve des projets qui sont gérés en SS2I, c'est qu'au final, aucun des développeurs n'est utilisateur de la solution, quoi. Et aucun des donneurs d'ordre, même dans la SS2I, n'est utilisateur de la solution. Et même des fois, chez les clients, aucun des donneurs d'ordre chez le client n'est utilisateur de la solution. Donc on fait des choses, on imagine des personas, des gens qui utilisent la chose, mais en fait, on s'en fout un peu parce que c'est pas nous, on va jamais au bout pour voir si ces gens-là sont heureux de ce qu'on fait, et on n'a pas de boucle de rétroaction sur l'usage, quoi. Comment tu fonctionnes aujourd'hui avec tes clients en termes de manière de travailler, dans le sens où est-ce que tu es plus en mode forfait ou en régie? Je suis en régie. Full régie? Ouais. Alors, je pense connaître la réponse, mais pourquoi? Tu fonctionnes jamais au forfait aujourd'hui? Non, j'ai arrêté. J'ai été au forfait avant, quoi. Ben, justement, c'est autour de l'agilité, quoi. Pour moi, il y a plus ou moins 2 façons de travailler qui résument plein de trucs. Tu peux être ou en engagement de résultat ou en engagement de moyens. L'engagement de résultat, ça veut dire on te donne un cahier des charges, toi t'en fais un devis, il en résulte un travail au forfait, mais pour faire ce cahier des charges, il faut que le client ait fait du coup toute une étude de fonctionnalité, qu'il fasse un cahier des charges qui soit très détaillé et très rigide. C'est ça le problème. Derrière, toi t'en fais un devis qui est aussi très rigide, et au cours de développement, on se rend compte qu'évidemment il y a des trucs qui ne sont pas prévus ou des choses qui ont été prévues qui ne sont pas nécessaires. Donc on est obligé de réfléchir ou à un avenant au devis, ou à dire bon bah d'accord, ça je le prends pour moi. Et du coup on revient régulièrement sur des problèmes de prix et des problèmes de négociation. De négociation. C'est un bras de fer. Au final, tu passes plus de temps à négocier la fonctionnalité que la coder. Ouais, et surtout en fait on perd l'essentiel de ce que j'aime moi, qui est l'expérience utilisateur, et faire en sorte que les choses soient bien pour l'utilisateur. Là on est obligé de faire en sorte que les choses soient bien pour répondre au devis et ou au cahier des charges, et c'est naze. Du coup on perd vraiment toute la sève de ce que j'aime, quoi. Alors que fonctionner justement au temps passé, donc c'est un engagement de moyens, dans le sens où moi je vais dire typiquement pour la boîte dans le médical, ça va être moi je m'engage à avoir 5 jours de libre par mois pour vous arrivez avec un pipe. Après voilà, il y a quand même des trucs un peu qui rentrent en compte derrière, mais moi je m'engage à 5 jours, eux ils viennent avec un pipe, on voit qu'est-ce qui peut rentrer dans les différentes versions, et ensuite on travaille ensemble pour faire le mieux. Et si en cours de version on se rend compte qu'il
il y a un truc qui n'est pas nécessaire, ou il y a un truc qu'il faut recomplexifier, ben, c'est pas grave, on est dans l'influx et de toute façon, on va tout payer autant passer, quoi. Le gros problème de ça, c'est que côté projet, c'est génial, côté expérience utilisateur, c'est génial, côté développeur, c'est génial, mais côté chef d'entreprise et gestion d'un budget, c'est galère. Donc ça, je le comprends tout à fait. Comment tu le justifies au client? Déjà, on travaille sur du long terme, et donc la confiance s'installe. Donc la justification se fait comme ça. Tu l'installes comment, la confiance? Des méthodes pour ça? Des stratégies? Parce que j'ai une autre question, du coup, je t'interromps. Ouais. Tu travailles en remote ou physiquement chez le client? Ça dépend. Je suis plutôt en remote. En fait, ce que je leur réponds, c'est que je ne serai pas chez eux, mais je serai chez eux à chaque fois qu'il faudrait y être, quoi. Bon, il se trouve que l'application dans l'éducation, ils sont à Paris, donc c'est un peu plus compliqué, mais les médecins, ils sont à 2 rues d'ici. On est en train de tourner et j'habite à 2 rues d'ici aussi, donc je suis à 200 mètres de chez eux, donc j'y vais assez souvent. Mais ça va être, c'est plus c'est cool de se voir et c'est pas une obligation de se voir. Donc ça change tout déjà, pour moi, du côté développeur. Même de leur côté aussi, c'est-à-dire que je viens pas faire du présentiel, mais quand je viens, on est efficace. Et la confiance, typiquement avec eux, au début on a fonctionné au devis, parce qu'en plus c'était une start-up qui avait beaucoup d'argent, qui avait vraiment un besoin de spécifier ses coûts, ce que je comprends complètement. Ce qui est toujours le cas maintenant, de toute façon les start-up toutes les entreprises ont besoin d'avoir des coûts fixes. Et petit à petit, je leur ai montré que le temps que je passe, il est réel, mon application elle est réelle, et ma volonté de faire en sorte que tout aille mieux pour le projet est réelle. Donc tu as commencé plus par du forfait? Ouais, tout à fait. Avec eux, ouais. D'accord. Petit à petit, on a glissé vers ce fonctionnement-là, parce que justement, on perdait du temps à savoir qu'est-ce qui était dans le forfait, quoi. Et c'était nul pour tout le monde, en fait. Mais pour revenir à la stratégie, en fait, la stratégie, c'est l'honnêteté, quoi. C'est l'honnêteté envers ce que tu fais pour eux, surtout quand tu es à distance, quoi. En fait, super rigoureux dans le temps que tu passes pour eux, être très carré. Du reporting de qualité aussi. Qu'est-ce que tu appelles reporting de qualité? Par exemple, pour eux, toutes les semaines, je leur fais un petit mail avec le... Donc, on a quand même un modèle qui définit des coûts. C'est-à-dire qu'une version, par exemple, on va dire, la prochaine version, on a 5 jours pour la développer. Voilà ce qu'on va mettre dedans. Moi, je vais leur faire un devis avec la technique du t-shirt sizing, on pourra revenir dessus derrière, pour avoir un peu une vision de ce que c'est possible ou pas de faire entrer ça. Et ensuite, tous les vendredis, donc, je leur envoie un mail en disant on a prévu tant d'heures, j'en ai consommé tant cette semaine, j'ai fait ça dedans, une tâche, je fais un imprimé écran en gros du Trello où il y a les différentes swimlines des tâches. Voilà où on en est. Si j'ai des difficultés ou des blocages qui sont dus par exemple à une attente de la part du designer ou à une attente de la part du backend, je vais le mettre aussi dans mon mail. Et toutes les semaines, je vais leur faire un petit récap. Ouais, c'est ça. Je fonctionne presque pareil, sauf que j'envoie un rapport d'activité à mes clients en fin de journée sur toutes les tâches que j'ai effectuées. Okay. Donc je suis ultra rigoureux dès que je fais une tâche, dès que je corrige un bug, je le note. Et ça me sert en fait pour les daily meetings qu'on fait le matin, puisque quelque part je lis mon rapport d'activité. Donc en plus d'avoir le daily meeting, parce que tout le monde n'est pas forcément présent aussi au daily meeting, mais du coup ils ont ce rapport qui est tracé, qui est couché par email. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça rassure pas que le client, ça me protège à moi aussi. Tout à fait. Parce que ça prouve que j'ai travaillé ce jour-là. Et j'ai travaillé là sur le dernier projet, c'était full remote. J'ai travaillé peut-être 5-6 mois pour le client. Et donc chaque jour, il y a eu un email. Il n'y a pas un jour où j'ai oublié l'email, où je l'ai envoyé le lendemain. Mais du coup, si un jour il y a un problème, dans 5 ans, je sais pas, il y a un conflit, etc. Il y a, attends, t'as fait quoi ce jour-là? Je sais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là. Donc tu vois, j'ai la preuve, j'aime bien coucher, tu vois. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, c'est pour ça que je fais pareil. Moi, je fais une fois par semaine, puisqu'on travaille 1 ou 2 jours par semaine ensemble, on peut le faire tous les deux. Mais effectivement, pour l'autre projet dans l'éducation, on a un challenge Slack où ça va être ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est assez bien tourné, c'est un pote à moi qui a trouvé ça. C'est ce dont je suis fier d'avoir réalisé hier et ce que je vais faire aujourd'hui pour être fier, des choses comme ça. Pour être fier demain? Ouais, voilà, c'est ça. Toujours tourner les choses de façon positive. Je vois. Ce qu'on faisait aussi, j'en rajoute, dans le dernier projet, c'est qu'on avait mis en place tous les événements. On avait un channel, on avait un Slack, et dans un channel, on avait tous les commits. Dès qu'il y avait un push, en fait, il y avait une notification qui arrivait, et même les tickets Jira.
était aussi, dès qu'ils étaient bougés, en fait, on avait une notification. Exactement. Donc ça permet, en fait, on ne peut pas faire mieux. Même si on était présentiellement là, ils n'auraient pas cette vision en fait de ce que fait le développeur, puisqu'ils sont tenus en temps réel. Ouais, c'est vrai que moi, la partie commit, ça m'aide vachement justement des fois pour me rappeler ce que j'ai fait quand j'ai un peu de retard, parce que moi ça m'arrive d'avoir du retard. Et pour ça, j'ai 2 outils. Effectivement, j'ai les commits qui sont avec des messages les plus explicites possibles, du coup je peux revoir tout ce que j'ai committé dans la journée, qui sont liés à des tickets du coup Jira. Enfin, je trouve que nous on utilise Trello parce que justement, moi je travaille avec des boîtes qui sont comme une taille où Trello c'est trop gros pour eux. Et le deuxième truc, c'est. Ah oui, j'utilise un outil qui s'appelle Timely, qui est un tracker de temps, comme il existe des millions de trackers de temps, qui a l'avantage d'avoir un petit compagnon qui s'appelle Memory, qui traque tout ce que tu fais. Donc tu peux revoir dans ta journée combien de temps tu as passé sur Xcode, sur quel projet, sur Slack, sur Trello. Et si tu as 3 jours après, si tu dis putain, mais lundi je bossais sur quoi déjà, lui il va savoir exactement ce que tu as fait dans ta journée, quoi. Et après, Timely me sert aussi pour faire les fameux rapports d'activité. Il a aussi un export rapport d'activité. D'accord. C'est pas mal. Bon, ça coûte un peu cher. Ouais, c'est combien Timely? Il y a un modèle de base à 7 € par mois, mais qui est un peu trop léger pour moi. Et le modèle suivant, il est à 15 € par mois. Okay. Ça fait un peu cher pour un tracker de temps, mais... Ça, c'est un bon conseil aussi. C'est quand vous avez des outils payants et qui vous aident, payez-les. T'as besoin de faire du sketch, t'as pas de licence sketch, t'achètes une licence sketch, ça coûte 50 balles par an. Il faut, le temps qu'on perd à essayer de contourner des coûts qui sont des fois à 10 balles par an, par mois, ça vaut pas le coup, faut s'outiller, quoi. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu es payé en fait à ton taux horaire. Ça se réfléchit même pas en fait. C'est ça, c'est les conseils qu'on va donner au début, c'est même la même chose quand tu es indépendant, tu prends un comptable. C'est tout, parce que faire la comptabilité c'est possible, il n'y a pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit, sauf si tu es super fan de comptable, pourquoi pas. Mais sinon, en fait, il faut que ton temps actif il soit fait pour les choses déjà que tu aimes et des choses pour lesquelles tu es qualifié et tu es performant. Tous les temps que tu perds à faire des choses que tu n'aimes pas, ou que tu n'es pas qualifié, en fait, c'est du temps où tu ne développes pas et tu n'es pas payé pour. Donc tu perds de l'argent. Et si tu veux là-dessus, pour rebondir sur un sujet qui m'intéresse vachement, c'est le concept d'agent de développeur. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Alors, je pense en avoir un petit peu entendu parler. C'est l'idée que tu retrouves pas tu vas pas chercher tes missions toi-même, il y a quelqu'un qui va aller chercher pour toi. C'est une idée super floue qui peut mettre entre autres ça dedans, mais le principe c'est ça. Moi j'ai appris ça justement dans un podcast dont on parlait hors micro sur Nouvelles Écoutes. C'était Pénélope Bagieux qui en parlait sur Nouvelles Écoutes. Nouvelles Écoutes ou Nouvelle École? Nouvelle École, pardon. Qui disait qu'elle avait un agent. Alors que Pénélope Bagieux c'est une dessinatrice de BD. Normalement les agents on voit ça plutôt dans le cinéma. Elle disait bah oui mais en fait mon agent ce qu'elle fait c'est qu'elle gère les contrats, elle gère mon emploi du temps, elle gère les projets en entrant, elle me connaît, du coup elle sait si le projet il faut qu'il parte directement à la poubelle parce que ça ne m'intéresse pas ou si elle va m'en parler pour le prendre dedans. Elle me fait gagner un temps fou et elle vaut complètement les 10% qu'elle me prend. Ouais, parce qu'à la fin moi je dessine quoi. Et ben nous ça pourrait être pareil, ça fait très pédant de dire ça parce que justement c'est axé au niveau de... Enfin, les agents c'est plutôt pour les stars de cinéma on va dire. Donc peut-être qu'il faut trouver un mot plus neutre, mais d'avoir quelqu'un qui soit capable de gérer, on va dire, 10 développeurs, donc prendre 10% de chaque développeur, d'avoir un salaire équivalent à chaque développeur lambda, qui s'occupe de la gestion de ses contrats, de ses devis, de ses relances, de la gestion avec le comptable, de son emploi du temps pour voir que les différents projets peuvent rentrer ensemble, faire un entrant pour filtrer les projets qui sont farfelus ou les projets qui peuvent l'intéresser. Ça a vraiment du sens et on doit tourner autour de ça. Et il y a plein de boîtes qui se lancent plus ou moins autour de ça, on va dire que ça peut être de la conciergerie d'une certaine façon ou des agents. Moi j'en ai pas. Tu n'en as pas encore? Peut-être qu'il y en a un qui va écouter le podcast. Est-ce qu'on peut qualifier Malte d'un agent quelque part? Est-ce qu'ils font cette interface quelque part? En partie. Et d'ailleurs quand tu as des points, quand tu es 3 étoiles sur Malte, tu as un agent qui t'est dédié. Donc il faut dire coucou à mon agent sur Malte. D'accord, donc tu as 3 étoiles sur Malte. Ouais. Alors, est-ce que tu as optimisé, tu as fait des trucs particuliers sur ton profil Malte pour avoir justement des clients entrants en particulier là? Pas spécialement, j'ai pas des tricks quoi, mais on va dire que il est rempli à fond. C'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui sont proposées sont remplies. Mes expériences sont décrites assez sommairement, mais de façon un peu percutante.
J'essaie d'avoir un commentaire du client pour chaque mission. Derrière, il y a une possibilité d'avoir des tags, par exemple iOS, Swift, tout ça, qui vont être validés par d'autres développeurs. Donc ça, je l'ai mis un peu en place, mais j'ai pas non plus poussé le truc pour être validé par 300 personnes. Mon résumé est court. Mon portfolio reprend les screenshots de façon qualitative de mes différentes missions. Bon, ça, c'est un peu de retard, je pense que c'est un peu vieillot maintenant, mais moi, quand je vois certains profils Malte de développeurs, il y a des... moi, je suis très visuel dans ce que j'aime faire. Si tu mets des screenshots de tes applis, pas vraiment en situation, ou avec des données un peu pourraves, ou des screenshots d'applis qui sont un peu vieillottes et que en fait, t'es plus si fier que ça de tes applications, ça dessert tout de suite parce que moi, c'est ma façon de consommer Malte, mais je pense que c'est un peu assez facile de vite aller cliquer. Vu qu'on fait du développement d'interface, même si on n'est pas des designers, les gens vont quand même venir voir nos interfaces, quoi. Bien sûr. Plus tu mets en avant, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est pour tous mes projets de faire une espèce de micro-condensé de l'App Store. C'est déjà l'App Store présenté de façon qualitative. Et donc j'ai pris des screenshots de l'App Store vus sur Safari, quoi. Ah, avec les différents screenshots qui sont alignés? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai enlevé des informations qui servent à rien pour garder juste les screenshots, le titre, un résumé un peu de l'application, la note utilisateur. Bien vu. Pour avoir des bonnes notes utilisateurs, du coup, quoi. Oui. Les projets où j'ai des mauvaises notes, je les mets pas. Mais si j'ai des mauvaises notes, c'est... Enfin, par exemple, voilà, pour reprendre un exemple de projet aux antipodes de ce que j'aime faire, j'ai bossé pour un grand constructeur automobile via une quinzaine d'intermédiaires. Moi, j'ai jamais rencontré les gens du grand constructeur automobile, mais il se trouvait que voilà, j'étais dans une SS2I qui bossait pour lui sur une application qui sert à rien, qui est censé être là. Je crois que son but premier, c'est d'être un compagnon dans la vie de ta voiture, et tu peux avoir comme information, par exemple, la taille de tes pneus, quand c'est qu'il faut faire la révision, tout comme ça. Mais très très peu d'informations qui sont vraiment pertinentes. Puis tu vas avoir des listes de PDF ou d'informations sur quand il y a un tel voyant, faire telle chose. C'est une espèce de guide d'utilisation de ton application, de ta voiture, mais très peu de choses qui sont vraiment autres, enfin qui sont propres à toi ou ton kilométrage ou que ce soit, quoi. Super galère à utiliser, super pas à jour. Donc le constructeur sort des nouveaux modèles, mais il met pas à jour sa base de modèles dans l'application. D'accord. Et du coup, je crois que l'application avait 1,5 sur 5 sur l'App Store, parce que les 3 cas de commentaires, c'est j'ai acheté cette voiture l'an dernier, elle n'est pas sur l'application, quoi. Et là, vraiment, moi j'étais à la dernière chaîne du truc. J'étais embauché par une SS2I qui faisait bien son boulot, c'était pas le problème, c'est juste les échelons, pour mettre en place la RGPD sur cette application-là. Donc c'est un bon truc, hein. On a vraiment mis en place la RGPD de façon quali en plus. Ouais. Et sauf que l'application, c'était le bébé vraiment de personne, quoi. Voilà, il fallait la toucher cette année-là parce que la RGPD était sortie, mais sinon, il la touchait jamais et c'était dans vos oubliettes, quoi. Alors que c'était vraiment... c'était dans le top 5 des plus gros constructeurs mondiaux. Tu ne donneras pas le nom? Non. Tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que tu as des demandes un peu bizarres parfois sur Malte? Alors parce que je vais te dire, moi typiquement, il m'arrive... En fait, je les sens de la manière dont les gens m'envoient leur premier message. Et même des fois, du coup, j'ai changé un petit peu ma description. Et j'ai même mis des termes techniques pour justement faire peur un petit peu aux particuliers qui vont s'aventurer sur ce terrain-là. Et plus parce que souvent, c'est quoi? Ça va être des CTOs pour les petites boîtes. Donc c'est des gens techniques qui vont recruter les gens techniques pour justement savoir si la personne est compétente Et du coup, j'ai essayé de rajouter des termes techniques parce qu'il m'est arrivé d'avoir des gens qui voulaient que je redéveloppe. C'était quoi? Uber pour 500 €, tu vois? C'est des trucs. Ouais, complètement. Oui, moi j'ai les mêmes. Ils sont aussi t'envoient un message. Malgré les 3 étoiles, les machins, les trucs, et un TGM qui est au-dessus de 500 €. Donc ça va pas faire beaucoup de travail. J'ai les mêmes, un peu moins souvent maintenant. Au début, moi je suis arrivé sur Malte, je crois que c'était la première année de Malte. Là, c'était vraiment le Far West. Ça reste encore un peu, mais c'est vrai que je pense qu'à l'époque c'était vraiment le Far West. Et en plus, moi de mon côté, j'avais pas la pertinence d'esprit de savoir qu'est-ce qui était bon ou pas. Du coup, je répondais à tout le monde, même j'allais voir les gens et tout ça. Je me rappelle par exemple d'une. Donc c'était il y a longtemps, hein, je pense que c'était il y a 5 ans à peu près. Des mecs qui me contactent sur Malte avec une idée d'application un peu sympa autour de la photo. Je dis pourquoi pas.
Ils étaient lyonnais, du coup, moi, dès que les gens sont à Lyon, je leur dis on va se rencontrer, c'est quand même vachement plus simple. Enfin, quand je sens déjà un petit peu de sérieux dans le discours. Et eux, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils avaient passé les premières barrières, ils avaient du sérieux, quoi. Je suis allé boire un café avec eux, on a parlé. Et en fait, ils étaient très gentils, hein. C'était un couple qui travaillait dans l'assurance et qui ont quitté leur boulot tous les deux pour essayer de créer une appli à l'époque où, on va dire que c'était à l'époque où WhatsApp s'était fait racheter pour 1 milliard, on va dire, tu vois, à peu près à cette époque-là où c'était encore, les gens avaient 19 milliards. Ouais, 19 milliards. Ouais. C'est Instagram qui se fait racheter pour 1 milliard. Et tu vois, à l'époque où, ouais, c'était vraiment c'était l'explosion. Ouais, c'est ça, les gens pensaient que... L'arrivée vers l'or. Voilà, c'était l'arrivée vers l'or, vraiment. Et eux, ils avaient une idée du coup d'appli, ils étaient tous les deux employés dans l'assurance, ils avaient quitté leur boulot, ils devaient avoir 10 000 € d'économie, et ils voulaient monter une appli qui coûtait, je pense, je sais pas, peut-être 200 000 € à produire. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est qu'en plus, à 10 000 €, et moi j'ai déjà fait pour des clients, on peut faire quelque chose en développement iOS. On peut avoir une application qui tient la route, qui fait quelque chose, qui se connecte par exemple sur Firebase, et du coup, même indépendante d'un backend, et il fait quelques trucs. Le problème, c'est que ça va être une coquille vide. Ça va être déjà un POC, une proof of concept qui est correcte, mais qui est pas envoyable sur les stores avec des garde-fous au niveau de la production. Et surtout, ça va être une coquille vide. Et dès qu'on fait des trucs autour d'utilisateur, de création de contenu, on va dire un peu Web 2.0, même si c'est ultra vieillot comme nous, et ben en fait, l'argent, il est dans le marketing, il est dans la réussite vraiment de sa solution. Et ça, c'est... Je vais rentrer dans le non, on va laisser le shadow, il va tout nous détruire. Et donc, à la fin de l'interview, je leur ai dit, oui, mais pour 10 000 €, en fait, ce que vous voulez faire techniquement, c'est quasiment faisable, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'en fait, ça serait vous ruiner et pas vous faire une fleur de faire ça, quoi. Et je pense que j'étais une des premières personnes à leur dire ça, quoi. Ils avaient un portfolio papier, ils étaient allés assez loin, ils avaient eu des banques et tout, et je suis la première à leur dire, non, franchement, là, vous faites un mauvais choix et c'est pas bon pour vous, quoi. Et donc, voilà, pour revenir là-dessus, sur Malte, moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir des mecs, voilà, qui, un peu moins maintenant, mais qui veulent se lancer dans des reprises d'Uber. Donc ça dépend un peu de qui est dans les news au moment, quoi. Ça peut être Snapchat, ça peut être Uber, ça peut être machin, quoi. Mais en plus, en vrai, c'est vrai que je pense que j'ai déjà fait une application qui avait le même principe qu'Uber, donc il y a du transport de personnes pour une boîte de taxi à Paris. Et là, le projet était structuré, avec un client qui était sérieux, avec un back-end et tout ça, avec des designers qui faisaient du super boulot. Et ben on l'a fait pour des prix, quelques dizaines de milliers d'euros, je ne sais plus comment c'était, mais... Du coup, tu as un plafond, par exemple, quand tu vas parler à un client, s'il te dit, voilà, j'ai 10 000 € de budget ou moins 10 000 €, tu vas dire, c'est pas la peine qu'on travaille ensemble, parce que de toute manière, ouais, ça va être compliqué, quoi. Une façon de me répondre, ça c'est des trucs qu'on voit un peu après, mais une façon de répondre à ces gens qui sont pas très sérieux, déjà moi je réponds toujours, et de façon polie, et en essayant de leur apporter justement un objet de compréhension de ce vers quoi ils tendent, quoi. Parce que tu sais jamais, peut-être c'est des super missions, et peut-être que, de toute façon, il faut être sympa avec les gens. Peut-être que ça va marcher, enfin oui. Ouais. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Et donc souvent ce que je leur dis, parce que c'est ça, un des problèmes qu'on a quand on est développeur iOS, et je pense que tu as le même, c'est qu'on est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que les gens ils vont venir nous voir pour faire Uber, alors que Uber c'est un service tentaculaire qui se trouve à une application iOS pour l'utiliser, mais c'est pas une application iOS. C'est plein de choses et un peu une application iOS. Mais comme les gens l'utilisent via leur application, eh ben, ils pensent que c'est un développeur d'application qu'il leur faut, quoi. Donc souvent, là, les gens qui viennent vers moi avec des idées un peu où tu sens qu'en fait, il leur faut un service. Ben, c'est ce que je leur explique. Je dis, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est un service. Un service, il va avoir besoin d'un back-end. Il va avoir besoin d'un serveur avec des API web. Il va avoir besoin d'un back-office pour pouvoir piloter ce back-end. Ensuite, il va avoir besoin d'une application iOS, d'une application Android et d'une application web. Donc, et d'un designer pour faire en sorte que tout ça soit à peu près cohérent, quoi. Donc ça fait 5 ou 6 corps de métier. Si chaque corps de métier travaille pour vous, on va dire 20 jours, ce qui fait un mois de travail, on va passer donc à 5 fois 20 jours, 100 jours de travail. Si vous prenez le prix moyen, on va dire de 500 € par jour pour faciliter les calculs, ça fait 50 000 €. Ça fait 50 000 €.
est-ce que ça vous paraît cohérent, pas déconnant, tout ça? Si les mecs font ouais, c'est ce qu'on avait en tête, plus après on a un budget marketing machin, bon ok, on va commencer à parler quoi. Si c'est pas le cas, ils ont appris quelque chose et peut-être qu'ils vont revoir leur projet, et peut-être que dans 1 an ou 2 ils vont avoir les trucs en tête, et tant mieux quoi. Est-ce que tu sais comment a commencé Uber? Non. Comment ils ont... Je vais te raconter un petit peu l'histoire. Donc je crois qu'ils étaient 3-4 personnes au tout début. Ils étaient dans un incubateur à San Francisco. Et donc ils ont cette idée en fait de... Je crois que c'était l'histoire, c'est qu'ils vont à Paris assister à une conférence et ils galèrent à trouver un taxi. Et ils se disent, est-ce que ça serait pas génial d'appuyer sur un bouton et qu'il y ait une voiture qui arrive pour nous amener là où on veut. Et donc ils retournent à San Francisco. Ils commencent à travailler sur le projet et je crois qu'ils contactent une société de limousine qui marchait pas très bien. Et il leur dit, écoutez, qu'est-ce que tu me rétribues si je t'amène des clients? Donc je crois qu'ils prennent 20% de commission ou quelque chose comme ça. Et ils commencent à appeler tous leurs potes et leur dire, est-ce que tu as besoin d'une voiture, etc. Moi je te mets la mise en relation, tu as la voiture qui arrive. Ils ont tout fait par téléphone et avec des post-it. C'est-à-dire que tu avais 3-4 gars au téléphone H24 qui s'assuraient, qui géraient les problèmes, etc., qui avaient des post-it sur un board et qui géraient, je crois, de 8h à 22h tous les trajets. Et une fois qu'ils ont été submergés par les post-it, etc., que c'était plus possible, ils sont passés au fichier Excel. Et après, je crois, ils ont fait l'app apparemment en 4 mois parce qu'ils connaissaient tellement bien les problématiques, parce qu'ils les avaient gérées au téléphone, en fait, les problématiques, que l'app, ils savaient exactement comment la designer. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, pour valider un concept, ne passe pas forcément par une app, surtout quand tu manques de budget. Utilise ton téléphone, utilise un fichier Excel, utilise d'autres solutions, il y en a plein maintenant, tu peux combiner avec Zapier qui permet de combiner plusieurs services et tu peux répondre à un besoin, même peut-être mieux qu'une application, ou en tout cas de la manière dont tu prévoyais l'application par rapport à ce que les gens veulent vraiment. Complètement, je suis complètement pour cette idée-là que on vise vraiment trop la tech et du coup l'application iOS c'est le summum de la tech quoi. Enfin, une solution technique de qualité, on va dire, des fois beaucoup trop tôt. Quoi. Alors que résoudre un problème, il peut se faire par plein de moyens et il se trouve peut-être à la fin dans une application et tant mieux. Quoi. Moi, c'est quelque chose aussi où je freine les gens régulièrement quand je les vois, je leur dis non, là on n'a pas besoin d'une app, là ça n'a pas besoin d'être dans l'app. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est une honnêteté, je pourrais leur dire oui, et puis ça me ferait plus d'argent, plus de métier pour moi. Mais déjà, ça me plairait pas parce que ça fait des trucs qui ne servent à rien et ça c'est vraiment ce que j'aime pas. Et le cœur de la relation client, comme je la vois moi, c'est la confiance et c'est le conseil en fait. Et c'est de faire en sorte qu'ils se rendent compte que ma volonté, c'est de faire en sorte que leur service soit le meilleur possible. Quoi. C'est pas que mon chiffre d'affaires soit le meilleur possible. Quoi. Parce qu'en fait, à long terme, ça sera le cas. Si leur service est le meilleur possible, moi je travaillerai avec eux, c'est cool. C'est une vision de long terme, je pense, qui est beaucoup plus saine. Et même, ça te permet aussi de gagner la confiance du client parce que le client il dit attends, il est en train de me conseiller un truc qui va me coûter moins cher. Donc, franchement, il faut que je l'écoute. Et même, ça crée cette confiance. Puis moi, je pourrais pas travailler autrement, simplement. C'est le quotidien. Je me verrais pas donner des mauvais conseils ou dire pas de problème, on fait, alors que non, il faut pas le faire. Quoi. C'est juste tellement plus agréable de travailler et d'être ultra en phase avec le fait que ce projet-là, il faut qu'il marche et tu as envie qu'il marche. Quoi. Et tu fais tous les choix pour qu'il marche. Et si c'est des choix low-tech, tant mieux, faisons des choix low-tech. Quoi. Carrément. Est-ce que tu as des sources, parce qu'on parle beaucoup de développement depuis tout à l'heure, donc est-ce que tu as des sources, des personnes, on discutait de Sandel tout à l'heure, que tu suis beaucoup dans la communauté justement pour continuer à te former? Beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Je suis pas un gros lecteur d'articles parce que j'ai la flemme, mais je suis des mecs régulièrement et je sais où chercher des informations, c'est quoi les trouver quoi. Entre autres John Sandel, je pense que tout ce qu'il dit est parole d'évangile. John, si tu m'écoutes. J'ai déjà croisé en conférence et c'est un mec en plus super sympa. On a fait des soirées ensemble, il est vraiment très relax, très facile d'accès quoi. Il y a, je suis en train de parler de son nom, Paul de Hacking with Swift. Paul Hudson, pardon. Qui est aussi génial, qui a un bourreau de travail. Super. Son site est super, il a sorti
les 100 jours de SwiftUI et SwiftUI il avait 10 jours quoi. Ouais. Il est vraiment extrêmement bon. J'ai fait une très bonne conférence avec lui qui m'a permis de passer plusieurs jours avec lui et pareil c'est vraiment un mec, un bourreau de travail mais vraiment très sympa. Dans la communauté française il y a Florent Pillet qui fait du très bon travail, qui travaille autour de Eric Swift et Combine, tout ça, qui fait un super truc, des super ateliers, toujours agréable à suivre. À Lyon, on a Vincent Pradel, qui est très bon aussi. Chez Worldline ? Qui est chez Worldline, qui fait du super boulot et qui est un super communicant. Moi, ce que j'adore, ce qu'il fait, c'est qu'il fait plein de petites pépites. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la French Kit. Il présentait juste des Swift Pills, ils appelaient ça. C'est un super concept. Il reste 5 minutes sur scène et il te présente un mot-clé de Swift ou une façon de faire dans Swift, par exemple, property wrapper, ou le mot-clé somme qui vient d'arriver sur Swift 5.1. Ça passe 5 minutes, les slides sont bonnes, la façon de le présenter est bon, et hop, t'as appris quelque chose. Quoi. Et t'as un exemple concret derrière que tu vas pouvoir utiliser, au moins tu vas y penser quand tu vas être confronté au problème. Après, Guy Rambo aussi, pareil, ça me dit rien. C'est Guillermo Rambo, son vrai nom, et sur Twitter c'est @inside. Il est spécialiste de trouver les informations qu'Apple cache dans ses nouvelles versions. C'est-à-dire que c'est lui qui travaille pour 9 to 5 Mac. Okay. Il va sortir les futurs produits d'Apple via quoi via les bêtas. Quoi. Il prend les bêtas, il fait des os, et il va trouver des images, des machins, des trucs. En plus du fait que c'est un très bon développeur, il sort tout ça. Quoi. Et il est brésilien, il travaille super bien, il fait plein de confs aussi sur les animations. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, là, vraiment l'UX, le côté UX du développement. Donc voilà, pas mal de sources un peu à droite à gauche. Comment tu te vois Il y a beaucoup de confs. Beaucoup de confs. Ouais, la façon de moi de consommer ces sources-là, c'est pas trop via les articles ni via Twitter parce que c'est trop chronophage, mais c'est via les confs. Ouais. Enfin, le meilleur conf que j'ai fait, c'est l'an dernier, c'était la Swift Alps, qui est une conf en Suisse, à Crans-Montana, qui dure 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on est 40 attendees, dont 10 speakers. Donc, ah oui, ouais, donc tu as un accès aux speakers qui est énorme. Et c'est que des workshops. Donc on passe 2 jours à faire des workshops avec les différents speakers qui font les workshops avec toi. Donc il y avait justement il y avait Florent, il y avait Guillermo. Et donc tu es avec eux à faire du pair programming. Et après, ils passent sur scène, ils te présentent un truc. Et voilà, ça balance comme ça. Et en plus, tu passes 3 jours au même endroit, donc dans une station de ski qui est fermée, parce que c'est avant la saison. Donc de toute façon, il n'y a personne. Et tous les soirs, tu te vois et tu continues le truc. Quoi. C'est super important quand tu es développeur d'être dans ces... Celle-là, elle est en Suisse, c'est un peu compliqué, mais il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a partout, des petites conférences ou des grandes conférences. Y aller pour rencontrer la communauté, pour mettre des noms sur... des visages sur les noms. Oui, donc tu croises sur les forums, c'est super important. En plus, c'est dans le droit des bières. Est-ce que ça fait 8 ans du coup que tu fais du dev iOS. Est-ce que tu te vois faire autre chose ou est-ce que tu vois une évolution, s'il peut y en avoir, je sais pas, de ta carrière pour la suite? Ou est-ce que tu penses que tu vas faire du dev iOS jusqu'à la fin de tes jours? Je sais pas. En vrai, j'aime beaucoup coder. Donc c'est comme le cœur du métier, donc c'est plutôt un bon point. Mais je m'en suis pas du tout lassé, quoi. Je veux dire, quand je peux faire des journées où je fais que du code, je suis super content. Et j'ai pas du tout envie de passer à autre chose à ce niveau-là, quoi. Par contre, être dans des projets où je peux amener autre chose que du code et justement aussi avoir une casquette UX designer, ça me plaît beaucoup et j'essaie de le pousser. Je me forme là-dessus et j'essaie d'être le plus pertinent possible, mais c'est pas le cœur de mon expertise, du coup c'est pas pour ça qu'on va me chercher. Et si on veut me chercher vraiment que pour ça, je pense pas être assez expert pour amener vraiment une étude complète de user interface et arriver à une solution. Mais à moyen terme, c'est là-dessus que je me verrai pousser, quoi, vraiment sur le UX design. UI design un tout petit peu, mais j'ai pas la capacité graphique de faire des trucs de qualité. Je peux le faire pour des petits projets, pour des POC, choses comme ça, je vais être capable de respecter les guidelines et faire en sorte que l'application soit élégante, mais elle ne sera pas exceptionnelle au niveau du design UI, mais par contre l'UX et l'expérience utilisateur, même la réflexion complète d'un produit autour de l'expérience utilisateur, ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ok. On parlait juste avant l'interview
On a évoqué le sujet de l'immobilier. Alors, je ne sais pas si tu as calculé ta retraite, non. Parce que là, c'est un sujet d'actualité en plus, selon ton statut, etc. Est-ce que tu commences à investir ce que tu peux gagner? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu claques tout et... Non, pas du tout, mais... Comment tu gères d'abord ta trésorerie? Parce que, est-ce que tu arrives à remplir 100% de l'année? Non, pas spécialement, parce que je prends du temps pour moi. Je pourrais remplir 100%, je pense. Ouais. Mais je décide de faire d'autres choses, et justement, comme les temps de conférence, même des temps perso qui font que tout n'est pas rempli, mais c'est plus un choix qu'un problème d'emploi du temps, enfin de trouver des clients. Non, je gère mal, j'accumule mes bénéfices sur des comptes, des livrets A, des trucs qui ne rapportent rien. Si quand même, il y a quelque chose que je vais mettre en place, mais qui va pas me rendre riche, mais qui va me rendre éthiquement plus en phase avec mes idées, c'est de sortir tous mes comptes épargne du système classique pour les mettre dans une banque qui s'appelle la NEF. La NEF ? La NEF, ouais, NEF, qui est la banque la plus éthique du marché français, on va dire. Et donc, ils ont des comptes épargne qui rapportent à peu près autant qu'un livret A, c'est-à-dire très très peu, quoi. Mais tout l'argent qui est mis dedans va servir qu'à des projets environnementaux. Enfin, ils ont plusieurs critères, mais ça peut être environnementalement intéressant, socialement intéressant ou artistiquement intéressant. Et même quand tu crées ton compte, tu peux choisir ces 3 branches. Dire, voilà, moi je veux que mon argent il aille dans des projets de construction d'éoliennes, enfin tout ce qui est environnemental, ou des projets sociaux intéressants, comme du logement social, des choses comme ça, ou des projets artistiques intéressants, comme des résidences d'artistes, des choses comme ça. Donc suivant ta sensibilité, des valeurs qui te parlent, tu peux choisir. Et derrière, tu peux choisir même de reverser tes intérêts directement en fait au projet. Dire que ton argent, tu gardes juste quoi, maintenir l'inflation, quoi. Et tu la maintiens pas avec ton livret. Non, complètement, avec ton livret A, tu la maintiens pas complètement. Et là, je pense que tu la maintiens pas non plus, mais bon, comme de toute façon, j'ai actuellement que des livrets A, donc, quitte à pas gagner d'argent, autant faire en sorte que l'argent que j'ai, il soit sur des comptes qui soient éthiques, quoi. Donc voilà, donc je suis en train de le mettre en place, mais le problème de ces banques-là, c'est que c'est pas les banques les plus high-tech du monde, et je galère un peu avec les sites web de la NEF. Mais bon. Ok. Donc tu prévois pas d'investir en bourse ou quoi que ce soit, de placer ton argent? Non, c'est un peu l'inverse de mes valeurs que je trouve. Ok. Je considère que justement, chercher à faire de l'argent, enfin, l'immobilier c'est autre chose, mais vraiment, voilà, le capitalisme boursier, c'est une des raisons qui font qu'on a des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux très forts dans le monde actuellement, dans la recherche de profit et de donner l'argent, enfin le bénéfice des entreprises aux actionnaires plutôt que le donner dans la croissance ou de l'entreprise interne ou des salariés, où on fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire 20% de bénéfice, mais que 10% de bénéfice ou 5% de bénéfice, c'est déjà bien. Mais les boîtes ont besoin de faire 20% de bénéfice pour faire en sorte que leur cours de bourse soit haut, pour faire en sorte que les actionnaires soient contents. Ouais, après je pense que, étant donné aussi que tu sais pas forcément de quoi l'avenir va être fait, quand même quand tu es un chef d'entreprise, même quand tu es une entreprise établie, et du coup tu as besoin aussi de faire le maximum je pense, de chiffre d'affaires, de croissance, pour te dire ok, s'il y a une année, il y a tout qui s'effondre, je verrai assez solide pour tenir en fait. Je crois que c'est un petit peu la philosophie d'Apple, parce que je crois qu'ils ont des sommes. Ah ouais, ils ont un trésor de guerre colossal. Je crois qu'ils ont même une banque en fait à eux, parce que justement ils ne peuvent pas utiliser une banque classique, parce que sinon ils la mettraient en faillite quand ils dépassent 10 milliards. Mais que justement pour éviter de mourir, ils disent ok, on met 200 milliards de côté, et comme ça, si un jour, il n'y a plus d'iPhone qui se vendent, on a les reins solides et on peut... Et ça, c'est une vraie vision à long terme. L'anti-pattern, c'est ce qui se passe actuellement pour Boeing. Boeing, c'est un crash industriel de malade actuellement, parce qu'ils ont visé les profits à court terme. C'est-à-dire que Boeing est passé à... C'est pas moi qui le dis, c'est un des anciens patrons de Boeing. Ils sont passés d'une boîte d'ingénieurs à une boîte de financiers, quoi. D'accord. Dans la dernière décennie en gros. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une boîte qui tournait bien. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, Boeing, c'était déjà une très belle boîte.
mais avec des ingénieurs à sa tête et une volonté de structurer la boîte pour que les produits sortent de qualité. Et les produits qu'ils font, c'est des avions, et les avions, dedans, il y a des gens, et c'est bien que les avions ne tombent pas et que les gens ne meurent pas. Donc c'est important de faire les choses de façon axée sur l'ingénierie, plus axée sur le flux financier. Il y a eu un changement de direction, et ce qui s'est traduit par une volonté de vraiment maximiser le cours de bourse. Pour maximiser le cours de bourse, tu minimises la qualité, la sécurité ou l'investissement à long terme. Et le résultat, c'est le 737 MAX qui se crache 2 fois, 500 morts, et tous les avions qui sont bloqués à terre, et la boîte qui perd des milliards cette année, et qui est vraiment un vrai problème au niveau de tous les États-Unis. Ok. Ouais. Après, ce que j'ai entendu dire aussi je crois qu'il n'y a aucune société d'avion qui gagne de l'argent aujourd'hui, parce que justement les billets sont tellement bas, il y a tellement une guerre au niveau des prix, qu'ils ne gagnent que quelques centimes. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes. Effectivement, c'est une erreur de ma part, c'est pas les constructeurs d'avions, c'est les compagnies aériennes. C'est un peu différent. C'est vrai, exact. Ok, du coup, tu prévois d'investir dans l'immobilier ou pas? Ouais, voilà. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui peut me parler. Je pense que c'est... Déjà, c'est plus concret pour moi. Dire si j'ai un appartement que je peux rénover moi-même, que je peux... C'est un projet? Ouais, c'est un projet, voilà. Mais le problème, c'est que... Bon, déjà, c'est pas un truc qui me passionne, du coup, j'ai un peu du mal à m'y mettre, mais je vois l'intérêt et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et cool. La question, c'est de savoir est-ce que je le fais déjà pour une résidence principale ou secondaire. J'ai pas encore... T'as pas encore acheté, toi, pour ta maison? T'as raison. Ouais. Tu sais que c'est un très mauvais choix technique. Ouais, voilà, c'est alors, je fais le calcul à tous les potes, du coup, parce que moi, j'ai beaucoup regardé ça. Je viens d'investir, en fait, dans le sud de la France. Et là, j'ai fait le calcul. En fait. Je me suis dit, ok, je paye à peu près 600 € de loyer à Lyon. Si je fais un appartement dans une ville où les loyers sont... Enfin, où les appartements sont moins chers, mais que j'arrive à monter mes loyers, à gagner plus de loyers parce que je fais de la location saisonnière, de la colocation, c'est les deux trucs qui marchent particulièrement bien en termes de rentabilité, ben en fait, les bénéfices de ma maison à Narbonne, en plus de rembourser le crédit, vont me générer une certaine somme d'argent qui presque va me payer mon loyer à Lyon. Ouais. Ce qui est quand même extraordinaire, puisque je vais avoir presque une maison gratuite, entre guillemets, au bout de 25 ans, mais c'est pas tout à fait vrai. Et en plus, je vais gagner de l'argent dessus, plutôt que d'acheter une maison qui va m'endetter sans me rapporter de l'argent. Ouais, moi ce que j'ai aussi en tête dans le fait de ne pas acheter ma résidence principale, c'est qu'actuellement je suis dans un appartement qui est cool, qui est grand et qui n'a pas un loyer très cher. Et je sais que si je voulais l'acheter, mon crédit serait beaucoup plus cher que mon loyer actuel, je n'aurais pas les moyens de l'acheter. Donc je suis obligé d'acheter quelque chose qui soit ou plus petit, ou plus excentré, ou moins sympa, pour devenir propriétaire. Et du coup ça me freine un peu. Ok, t'as bien raison. Investis tes sous. On arrive à la fin de l'entretien. Si on veut te retrouver pour t'employer pour une application mobile ou pour autre chose, je sais pas. Le plus simple, c'est Malte. Malte. Ouais, Malte, c'est ma seule. C'est là où je suis le plus à jour. Donc Malte, Thomas Besnénard, Besnéhard. C'est ça. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Pour ce podcast. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.